Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, on va parler de l'or et l'argent. Investissement géopolitique. Qui creuse, qui contrôle, qui gagne. Le mythe de l'or apolitique. Il est de bon ton dans les cercles financiers de considérer l'or et l'argent comme des actifs neutres. Apolitiques, purs, presque sacrés. Erreur fondamentale. Les métaux précieux sont tout sauf neutres. Ils sont tangibles, rares, indispensables et ancrés dans une terre qui appartient toujours à quelqu'un. Et ce quelqu'un, que ce soit un État, une junte militaire ou une multinationale bien introduite, peut à tout moment fermer le robinet. L'or et l'argent ne se trouvent pas sur les serveurs de Wall Street. Ils sont enfouis dans les Andes, les steppes russes, les vallées chinoises ou les forêts soudanaises. Et tout ce qui est dans le sol est géopolitique par nature. Deuxièmement, l'architecture géographique de l'argent métal. Selon le World Silver Survey 2024, 3 pays pèsent plus de 55% de la production mondiale d'argent. Le Mexique, 222 millions d'onces par an, leader mondial, mais avec une politique environnementale de plus en plus stricte. En 2023, plusieurs projets ont été annulés pour des raisons écologiques. Le Chili, le Pérou, puissance minière fragile, où les grèves à répétition, les réformes fiscales et les tensions sociales ralentissent la production. Ajoutons la Bolivie, mine vieillissante, gouvernance erratique, populisme minier. La Chine, importante production mais surtout autoconsommation. Pékin stocke, interdit l'exportation massive et prépare sa monnaie à un futur sans dollars. La Russie, sous sanction, elle redirige son or et son argent vers l'Asie, tout en s'en servant comme outil de contournement financier. Troisièmement, ce que Wall Street oublie, le métal est dans un état. L'investisseur occidental imagine souvent que posséder une action minière revient à posséder le métal. C'est faux. Une mine n'est pas un actif indépendant. C'est une concession conditionnelle, soumise à des lois fiscales, taxes, royalties, impôts sur bénéfices miniers, de lois environnementales, fermeture administrative, gel de projet, les lois de souveraineté, nationalisation, confiscation, quotas d'exportation. Prenons 3 exemples très concrets. Le Mexique en 2023. Le gouvernement ferme plusieurs projets miniers d'argent pour cause de pollution présumée. Résultat, chute de production, panique dans les juniors cotés à Toronto. Le Chili, 2022. Mise en place d'une redevance minière progressive sur le cuivre et l'argent. Quand le cours monte, les taxes explosent. Objectif, réduire les profits des entreprises étrangères et renforcer la part de l'État. Le Zimbabwe, en 2021. Tentative de nationalisation des mines d'or via la création d'une Gold Reserve Company, d'État. Objectif avoué, capter les devises. Résultat réel, fuite des capitaux, effondrement de l'investissement. Quatrièmement, l'instabilité comme facteur de rareté. Plus un métal devient rare, stratégique ou essentiel, plus les États producteurs resserrent les taux. Et à chaque fois, cela renforce une vérité simple. Le métal que vous ne pouvez pas extraire est déjà hors marché. L'argent présent dans une mine péruvienne à l'arrêt ou dans une montagne afghane sous contrôle taliban n'est pas un actif monétaire, c'est une fiction comptable. Et cette fiction crée une illusion d'abondance. Les rapports d'offres mondiaux comptent souvent du métal inexploitable ou exploitable à perte. Cinquièmement, un marché qui nie la géopolitique jusqu'à la rupture. Le marché papier, ETF, contrats futurs, dérivés, continue de coter l'argent et l'or comme s'ils étaient illimités, facilement livrables. Mais un jour, un événement géopolitique crée la rupture. Un coup d'État au Mali, une guerre commerciale Chine-USA, un embargo russe sur les exportations d'or, un accident dans une mine géante au Mexique. Et là, le prix explose. Parce que l'offre physique a changé de jour au lendemain. Et parce que le marché découvre soudain que l'accès au métal est un luxe géopolitique. Sixièmement, stratégie long terme. Les cartes, pas juste les cours. Si tu veux survivre dans ce marché, regarde où est le métal, qui le contrôle et qui le protège. Voici les indicateurs à surveiller. Changement de législation minière, type taxes, écologie, quotas. Évolution des accords bilatéraux, BRICS, OCS, sanctions. Coût de sécurisation dans les zones de conflit, type Sahel, les Andes. Discours souverainiste ou nationaliste,
sur les ressources naturelles. Et bien sûr, les réserves stratégiques. La Chine n'exporte plus son or. La Russie ne le vend plus à Londres. La Turquie, l'Inde, les Émirats rapatrient leur métal. Le message est clair, ce qui brille devient stratégique. Septièmement, conséquences pour l'investisseur individuel. Ne cherchez pas le prochain D-Bagger, cherche la robustesse géographique et juridique. Mine dans des pays stables et pro-business, Australie, Canada, Nevada. Métal déjà extrait, sous forme de lingots ou pièces hors système bancaire. Évitez la concentration sur un seul pays producteur ou une seule entreprise. Et surtout, comprendre que posséder du métal, ce n'est pas jouer la spéculation. C'est s'ancrer dans la réalité géopolitique de l'énergie, du temps et du territoire. Conclusion, l'or et l'argent sont des actifs de frontières. Frontières entre le tangible et le numérique, l'Est et l'Ouest, la souveraineté et la dépendance, l'économie réelle et le casino des écrans. En 2025, investir dans les métaux précieux, ce n'est pas jouer à Indiana Jones. C'est comprendre que le monde se fracture et que le métal devient une arme économique. Tu veux survivre au reset monétaire, au grand désordre fiscal et au prochain embargo? Regarde qui creuse, mais surtout, regarde qui ferme la porte.